Tout se joue en ce moment. Le président Trump a déclaré aujourd'hui qu'il s'attendait à une réponse de l'Iran à la proposition d'ici ce soir, ou ce soir selon l'heure iranienne, ce qui correspondrait à cet après-midi pour nous. Beaucoup de gens à la Maison-Blanche disaient hier qu'ils pensaient recevoir une réponse à ce moment-là, mais elle n'est jamais arrivée. Alors maintenant, ils disent qu'ils s'attendent à une réponse aujourd'hui. Le problème, évidemment, c'est qu'il me semble assez clair quelle sera cette réponse. Et ce ne sera certainement pas quelque chose qui plaira au président. Il n'y a littéralement aucune chance que l'Iran accepte ce qu'il demande, qu'il cède à la pression ou qu'il se soumette à ses exigences. Ce n'est même pas une option. Ce n'est pas du tout envisageable. Alors, il faut se poser la question, et ensuite, quel va être le résultat? Qu'est-ce que le président Trump va faire une fois qu'il aura ce résultat, qu'il n'aimera clairement pas? Tout dépend de ce qu'il fera après. Est-ce qu'on va passer de la situation affreuse et chaotique qu'on a en ce moment à quelque chose d'encore pire? Ou bien, est-ce qu'on va arriver à une conclusion rationnelle en se disant « D'accord, la situation actuelle est déjà assez moche, arrêtons de creuser et sortons de là ». C'est ce que j'appelle la théorie du retrait. On verra bien ce qui va se passer. Mais regardons un peu les vents contraires auxquels on fait face. Voyons d'abord, comme je le disais, certaines choses qui se sont passées pendant la nuit. Et pour commencer, il y a Mark Thiessen, qui reste quelqu'un que le président Trump continue d'écouter. Et malheureusement, on a entendu de plusieurs sources, et c'est sorti dans pas mal de médias, que le président Trump écoute Mark Thiessen, un chroniqueur du Washington Post, qui était autrefois rédacteur de discours pour George Bush. Ce qui déjà est assez étrange à dire dans une seule phrase. Parce que le président Trump, bien sûr, était en opposition avec le président Bush, et l'inverse aussi. Donc c'est curieux qu'une personne qui était proche de Bush et qui écrivait ses discours soit aujourd'hui quelqu'un que Trump écoute, parce qu'il représente justement ce à quoi Trump s'opposait autrefois, à savoir le néoconservatisme. Et si Trump a changé, eh bien Mark Thiessen, lui, clairement non. Parce que voilà ce qu'il a publié sur X. Il a dit « Alors, que devrait faire Trump ?» Simple. Terminer ce qu'il a commencé. Relancer le projet Freedom en précisant clairement que l'Iran n'aura pas le droit de contrôler le détroit d'Ormuz ni de menacer les navires qui y passent. Si l'Iran tire sur les États-Unis ou menace à nouveau les infrastructures énergétiques de nos alliés du Golfe, il faut riposter en frappant les installations énergétiques iraniennes sur l'île de Kharg, par où transite plus de 90% de leur pétrole. Ensuite, donner à Israël le feu vert pour reprendre les opérations de combat, en visant les dirigeants, les armes et les infrastructures énergétiques à travers l'Iran. Comme vous le savez, je vous ai montré à plusieurs reprises des extraits vidéo et d'autres documents où il se montre un fervent partisan des opérations d'assassinat. Oui, tuer tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ça. Tuer les négociateurs, tuer leurs dirigeants. C'est ça, l'un des aspects vraiment inquiétants, le fait que le président Trump garde ce type près de lui, qu'il écoute quelqu'un qui dit oui, il suffit d'assassiner tous ceux avec qui on n'est pas d'accord, comme si ça allait nous mener quelque part. Franchement, il faut réfléchir à l'irrationalité de cette idée, à son illogisme. Imaginons, on veut négocier avec le pays X. On commence par leur parler, on expose nos exigences et on voit s'ils acceptent. S'ils le font, parfait. Le problème est réglé. On passe à autre chose, on a obtenu ce qu'on voulait et on s'en va. Mais maintenant, s'ils refusent, si le pays X ne cède pas sur tout ce qu'on demande, qu'est-ce qu'on fait? Alors, imaginons qu'on tue tout le monde dans leur équipe de négociation, puis qu'on recommence, et qu'on voit s'ils en envoient une autre. Et peut-être que cette nouvelle équipe se dira « Bon, moi j'ai pas envie de finir comme les précédents, alors d'accord, voilà les clés de notre pays. » Vous voyez à quel point c'est absurde.
Et pourtant, c'est bien ce que ce type est en train de proposer, comme si ça pouvait marcher. Je n'ai jamais entendu dire que ça ait fonctionné. You have them nulle part dans l'histoire. Je n'ai jamais vu un cas où, après avoir assassiné assez de dirigeants, les suivants se contentent de dire « Très bien, allez-y, prenez ce que vous voulez ». Je n'ai jamais vu ça se produire auparavant, et c'est irrationnel de penser que ça pourrait arriver dans ce cas, parce que le système iranien est d'abord conçu pour ça. Ils ont enduré des années, des décennies d'assassinats venant du côté israélien. Ils ont éliminé des dirigeants au moins depuis 2010, d'après ce que je sais, probablement même avant, mais sûrement depuis cette période. Et regardez le Hezbollah au Liban. Les Israéliens ont littéralement assassiné tout le monde dans leur centre de commandement, de Hassan Nasrallah jusqu'à ses généraux. Vous savez, cette attaque avec les Pagés, qui a littéralement tué plus d'1 millier de personnes, si je ne me trompe pas. Toutes sortes de dirigeants ont été visés dans ces opérations d'assassinat, tués ou blessés, le visage défiguré. Et pourtant, le Hezbollah existe toujours aujourd'hui. Même Israël, plus d'1 an plus tard, en essayant d'intervenir au sol dans une opération terrestre, s'est enlisé et a subi des pertes importantes. De toute évidence, cela n'a pas poussé le camp du Hamas, ni celui du Hezbollah, à capituler. Alors pourquoi pensez-vous que ça marcherait ici? C'est irrationnel. Et pourtant, c'est ce que nos hauts responsables suggèrent. Et malheureusement, le président Trump les écoute. Mark Thiessen, lui, dit en gros, « Eh bien, confions à Israël la mission d'assassiner, puisqu'ils sont si doués pour ça. » Encore une fois, vous voyez, c'est ce lien que font les partisans de cette guerre avec Israël. Ce n'est pas quelque chose qu'on impose à Israël. C'est une idée portée par les défenseurs d'Israël qui sont fortement soutenus par le lobby israélien et qu'ils murmurent à l'oreille de Donald Trump. Et puis, il y a aussi des informations depuis environ 12 heures, selon lesquelles Israël estime qu'un accord avec l'Iran est peu probable. Et je viens de vous dire que c'est peu probable, et qu'il a indiqué aux États-Unis que tout retour à la guerre devrait inclure des frappes non seulement contre leur direction, mais aussi contre l'ensemble des infrastructures énergétiques de l'Iran dans les 24 heures. C'est ce qu'affirme la chaîne israélienne Channel 12. Plusieurs pays arabes seraient aussi favorables à des frappes contre les infrastructures iraniennes. Et cette dernière partie, si elle est vraie, et la lettre Kobayashi contient, d'après ce que j'ai vu, beaucoup d'informations fiables qui se sont révélées exactes, eh bien, c'est tout à fait plausible. Ce n'est pas tout, bien sûr. Il faut toujours prendre avec prudence tout ce qui est rapporté, que ce soit vrai, de la désinformation ou simplement une mauvaise source. Il faut toujours garder ça en tête. Mais dans l'ensemble, beaucoup des choses publiées ici sont justes. Et on sait bien qu'il y a de nombreuses sources qui affirment qu'Israël brûle d'envie de reprendre la guerre et qu'il veut frapper directement les infrastructures énergétiques à l'intérieur de l'Iran. Ce qui me surprend, c'est la dernière partie, que des pays arabes, et même plusieurs, soutiennent aussi cela. Pourquoi seraient-ils pour? Je veux dire, il n'y a aucun doute, vraiment aucun doute, que du côté iranien, si leurs installations énergétiques étaient attaquées, ils ont été très clairs. Ils frapperaient immédiatement toutes les infrastructures énergétiques similaires dans tous les pays du Golfe et en Israël. Ils l'ont dit clairement, et jusqu'ici, ils ont fait tout ce qu'ils avaient annoncé. Quand il s'agit de leur promesse de riposter à des opérations militaires, ils l'ont fait jusqu'à présent. Il y a d'autres choses qu'ils ont dites, en revanche, qui se sont révélées fausses. Donc, il faut toujours tout prendre avec des pincettes, parce qu'ils ont autant d'intérêt à diffuser de la désinformation ou de la mésinformation que n'importe qui d'autre. Et toute guerre repose sur la tromperie. Donc, encore une fois,
il faut toujours essayer de percer à travers les déclarations et de regarder ce qui est vraiment en train de se passer sur le terrain. Jusqu'à présent, ce qu'on a vu concrètement, c'est que l'Iran, quand il s'agit d'opérations de combat, fait ce qu'il menace de faire. Et on sait avec certitude qu'ils en ont les moyens. Rappelez-vous cet article du Washington Post, je crois que c'était la semaine dernière, où ils expliquaient que finalement, les dégâts sur les bases américaines étaient encore plus importants que ce qu'on avait appris la semaine précédente avec CNN et quelques autres médias. Le rapport indépendant du Washington Post, ils ont obtenu beaucoup d'images satellites que visiblement le gouvernement américain avait essayé de bloquer. Mais ils les ont eues quand même, et ils les ont publiées. Ce qui m'a vraiment frappé, c'est que quand on regarde les photos, on voit des cibles extrêmement précises. Ce qu'on ne voit pas, c'est ce genre de schéma aléatoire, avec plein de bombes ou de missiles tombés un peu partout dans des champs ou ailleurs, et qui auraient touché des bâtiments par hasard. Non, là ce sont toutes des frappes ciblées au millimètre. Oui, on en voit quelques-unes là. Merci Gary. Vous voyez, ils atteignent exactement ce qu'ils visent. Et ça montre qu'ils ont eu cette capacité pendant toute la première quarantaine de jours de la guerre, quand c'était encore la phase la plus intense. À chaque fois qu'ils tiraient sur une cible, ils la touchaient. Alors, s'ils disent maintenant, on va s'en prendre à votre infrastructure énergétique, ça veut dire tout. Les stations de pompage, peut-être les oléoducs, les installations de production, voire même les puits eux-mêmes, les stations de traitement de l'eau, tout ça. S'ils veulent les frapper, ils peuvent le faire. Et notre défense aérienne en abattra peut-être une partie, mais pas tout, comme on le voit très bien sur la photo que Gary vous montre. Donc, il faut prendre ça très au sérieux. Alors, pourquoi un pays arabe dirait « Tiens, quelle bonne idée, allons-y, frappons l'Iran, et tant pis si on se fait frapper au passage ». Franchement, pourquoi finir cette phrase? Pourquoi voudriez-vous ça? Ça pourrait dévaster n'importe lequel de ces pays arabes du Golfe. Si on se retrouve à nouveau dans une guerre ouverte et qu'on frappe leurs infrastructures énergétiques, ils vont riposter de la même manière. Et ce serait catastrophique pour les intérêts américains. Ce serait aussi catastrophique pour les intérêts israéliens. Je parle avec des gens, apparemment beaucoup de dirigeants, comme Benjamin Netanyahou, qui ont complètement perdu le contact avec la réalité. Ils sont tellement obsédés, aveuglés par la soif de pouvoir, de vengeance, ou quel que soit le mot qu'ils veulent employer. Je ne sais même pas comment le dire. Cette obsession autour de l'Iran, qu'ils sont prêts à se faire énormément de mal eux-mêmes, dans l'espoir illusoire que ça fera peut-être s'effondrer le camp iranien. Non, ça ne changera rien. Ce que ça provoquerait, c'est des dégâts profonds du côté iranien. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Personne n'est dupe. Si on tire sur ces cibles, on les touchera, parce qu'on en a les moyens, et eux ne peuvent pas arrêter nos frappes non plus. Et ça inclut aussi l'attaque israélienne. Donc oui, ils peuvent ravager le camp iranien, mais ça va plonger le pays dans encore plus de pénuries, de difficultés, de faim, avec une économie dévastée, tout ça. Mais il faut se rappeler qu'ils ont déjà tenu 8 ans de guerre comme ça, avec la privation des centaines de milliers de morts, et pourtant, ils n'ont jamais cédé. Alors, si Israël pense que ça va les faire tomber, il se trompe. Tout ce que ça va faire, c'est que tout le monde va en souffrir. Et forcément, vu l'importance de cette région dans le système économique et agricole mondial, dont une grande partie du monde dépend, ce serait dévastateur pour tout le monde. Rien que ça devrait pousser Israël à se dire « Bon, je n'aime pas l'Iran, mais je n'ai certainement pas envie de me détruire moi-même dans l'histoire. » Et je n'ai pas non plus envie de dévaster le reste du monde d'ici, parce que ça aurait aussi des effets directs et indirects sur Israël. Les conséquences seraient négatives pour eux, pas seulement sur la question alimentaire,
pas seulement pour continuer à recevoir des produits des États-Unis, parce qu'on ne pourrait plus le faire. Ce serait une catastrophe pour notre économie. Ça nous plongerait dans une dépression mondiale. Il n'y a pratiquement aucun scénario où ça ne se produirait pas, vu l'ampleur et la durée des dégâts. On ne parle plus ici de 12 à 14 millions de barils retirés temporairement du marché mondial à cause de décisions politiques qu'on peut ensuite modifier ou rouvrir. On parle d'une contrainte physique, impossible à réparer avant des années, probablement. Et toute cette dévastation qui en découlerait. Croyez-moi, dans une situation pareille, tout ce qu'on fournit à Israël, vous pouvez l'oublier. Parce qu'une fois qu'on sera dans ce genre de crise, on n'aura plus rien à donner. Alors les gens vont commencer à se demander, toute cette nourriture qui vient de l'extérieur vers Israël, est-ce qu'ils pourront en produire assez eux-mêmes à l'intérieur? Parce que ce problème agricole va toucher tout le monde, y compris Israël. Alors ne faites pas quelque chose qui vous nuirait profondément sur le long terme et qui ferait du tort au reste d'entre nous, ainsi qu'aux Arabes du Golfe. Franchement, on est tous dans le même bateau. À quoi pouvez-vous bien penser, si c'est vrai? J'en sais rien. Pour ce qu'on en sait, ça pourrait très bien être de la désinformation. Peut-être que, dans les coulisses, les États arabes du Golfe disent « Ah non, surtout pas, ne faites pas ça ». Et peut-être qu'en public, ils disent autre chose, juste pour ne pas fâcher Trump ou je ne sais qui. Je n'en sais rien. Malheureusement, tout ça, c'est de la spéculation. Mais ce que je peux dire, c'est que ce soit de la désinformation ou autre chose, c'est d'une bêtise incroyable. Ils devraient être les premiers à s'y opposer. La seule chose que tous ces pays arabes du Golfe devraient faire, c'est dire « Mettons fin à cette fichue guerre, tout de suite, aussi vite que possible, peu importe les conditions, mais qu'on en finisse, qu'on puisse reprendre les affaires, recommencer à gagner de l'argent et à subvenir aux besoins de notre population. » C'est ça, leur logique. Et bien sûr, tout le monde autour dit « Oui, exactement, faisons comme eux, parce qu'on en a besoin, nous aussi. » Pour nos récoltes, pour nos économies, pour notre technologie, la fabrication de puces électroniques, tout ça, l'aluminium, l'hélium, les produits agricoles et évidemment le diesel, l'essence, le kérosène, tout ce qui vient du pétrole. Partout dans le monde, tant de pays ont un besoin urgent, désespéré même, que cette fichue guerre se termine immédiatement. La question c'est, est-ce qu'on va vraiment le faire? Malheureusement, il y a trop de gens du côté du président Trump. Mark Thiessen en fait partie, mais il y en a quelques autres qu'il faut aussi regarder de près. Parce que tout ce que je viens de dire devrait résonner dans les deux oreilles du président Trump. Il devrait entendre, de manière très claire, que continuer sur cette voie est complètement insensé. Et ça devrait sauter aux yeux, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. Malheureusement, certains sont aussi aveugles que visiblement Benjamin Netanyahou et ont la même soif de destruction de l'Iran, quel qu'en soit le prix, pour tout le monde, y compris pour nous. Vous avez des gens comme Mark Levin hier soir, par exemple. Donald Trump ne sera pas président pour toujours. Quelqu'un va lui succéder. Et surtout si c'est un démocrate, je ne crois pas qu'il fera respecter un quelconque accord. Donc ce qui m'inquiète, c'est l'ennemi. Je ne suis pas inquiet pour le président, je ne suis pas inquiet pour notre armée, je ne suis pas inquiet pour nos actions économiques contre ce régime. Je trouve ça très bien. Mais ce régime est rigide. C'est un régime idéologique. Ce n'est même pas un régime communiste ou fasciste. C'est un régime islamiste barbare. Et ils croient qu'Allah, Dieu, leur ordonne d'agir ainsi. Les gens doivent comprendre que ce n'est pas vraiment un régime d'État-nation. C'est un régime révolutionnaire. Et quand je dis révolutionnaire, je veux dire que leur foi telle qu'ils la pratiquent leur dit de conquérir le monde. Donc, ils ne vont pas abandonner l'arme nucléaire, même s'ils prétendent le faire à un moment donné. Ils y reviendront aussitôt.
N'est-ce pas ce que montre l'histoire de ces 47 dernières années? Moi, je pense que si. Oui. Non, Mark. Pas du tout. C'est même l'inverse de ce que montre l'histoire réelle depuis 47 ans. Ils n'ont jamais lancé de programme d'armes nucléaires. Même leur toute première capacité en 2003, après apparemment une courte période, d'après nos services de renseignement, a été arrêtée. Et depuis 2003, elle n'a jamais repris. Et d'après toi et tous ceux que tu admires, après l'opération Midnight Hammer l'an dernier, tout a été anéanti. Et selon ton président, Donald Trump, que tu adores, il a confirmé il y a seulement quelques semaines que tout ce qui avait été détruit l'est toujours, et qu'on a des images satellites. Il ne cesse d'en parler, sur tous les sites. Rien n'a bougé. Donc il n'y a absolument aucune justification. Il n'y avait aucune justification pour déclencher cette guerre, parce que vous avez parlé d'une menace imminente qui, physiquement, ne pouvait pas exister. Et maintenant, vous dites que les 47 dernières années prouvent qu'ils auraient obtenu ça s'ils ne l'avaient pas fait. Non, ça montre exactement le contraire. Donc, soit vous mentez, soit vous êtes profondément dans le déni. Je ne sais pas lequel des deux, mais le problème, c'est que des millions de gens écoutent ce type. Il a une émission de télé, comme vous l'avez vu, il a une énorme audience sur X, et surtout, il a l'oreille du président des États-Unis. Le président écoute ce genre de discours. Et toute cette histoire, selon laquelle le régime serait déterminé à détruire le monde, c'est une pure invention, sortie de nulle part. C'est un mensonge encore plus gros, un vrai canular que tout ce qu'on leur reproche soi-disant depuis 47 ans, ce qu'ils n'ont d'ailleurs jamais fait, qu'ils voudraient conquérir le monde. Mais enfin, de quoi parle-t-on? Ils n'ont jamais eu la moindre intention de conquérir qui que ce soit. Ils n'en ont pas la capacité, aucune, zéro capacité à envahir ne serait-ce qu'un seul voisin. Alors conquérir le monde, n'en parlons pas. C'est complètement absurde, c'en est gênant. C'est honteux de voir à quel point cet argument est pathétique. Les gens ne voient pas à travers ça. On n'est pas dans l'Allemagne nazie de 1936 ou 37, bon sang, avec des centaines de milliers de soldats de la Wehrmacht, des dizaines de milliers de chars, des avions de chasse, une puissance navale, toute une industrie capable de produire toutes les bombes, les gaz et tout le reste nécessaire à une conquête. Eux, ils avaient ça. C'était une menace réelle à l'époque. Mais attribuer la même chose à l'Iran, c'est autre chose. Leur budget de défense annuel, avant même le début de cette guerre, tournait autour de 11 milliards de dollars. 11 milliards. C'est à peu près le prix d'un seul porte-avions américain. L'an dernier, notre budget de défense était d'1 trillion de dollars. Évidemment, ça nous donne la capacité d'être présents partout dans le monde. Et maintenant, on essaie d'obtenir 1,5 trillion pour l'année prochaine. J'ai de sérieux doutes qu'on y arrive. On ne devrait pas, et on n'en a pas besoin. Mais comparez ça, franchement. Voilà à quoi ressemble une puissance mondiale. Et les budgets militaires de la Russie et de la Chine, ensemble, à quoi ressemblent-ils? Je crois que les deux réunis représentent environ la moitié de notre budget de défense. Et ce sont seulement des puissances régionales. Mais ils ont quand même la capacité de tendre la main à leurs voisins. C'est ça, une puissance régionale. Peu importe, 300, 400 milliards, je crois, quand on regarde ce qui entre vraiment dans leur budget de défense. C'est à peu près ça. L'Iran en avait 11 avant tout ça. Donc ce n'est pas une menace, c'est un mensonge total. Soyons très clairs, on vous entraîne dans une situation qui peut nuire à l'Amérique, sur la base d'un mensonge pur et simple. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Ce n'est pas de la désinformation, c'est une tromperie délibérée envers le peuple américain, envers tous ceux qui écoutent Mark Levin. Il leur ment pour les amener à croire quelque chose de profondément faux. C'est ça qu'il faut comprendre. Et malheureusement, il n'est pas le seul. Voici Ken Timmerman sur Newsmax,
lui aussi en train de déformer complètement la réalité. Les gardiens de la Révolution, le corps des Pasdaran, vivent du conflit. Ils brûlent d'envie d'en découdre avec la marine américaine. Ils veulent frapper un grand coup contre les navires de guerre des États-Unis dans le détroit d'Ormuz. C'est apparemment ce qu'ils ont essayé de faire hier et nous avons réagi hier. Mohsen Rezaei, qui est aujourd'hui le conseiller militaire du nouveau guide suprême, qui, soit dit en passant, semble bien vivant, aurait eu, selon les Iraniens, une réunion de 2 heures avec le président Pezeshkian hier. Mohsen Rezaei a déclaré qu'il ne pouvait y avoir aucun accord avec les États-Unis, aucune réouverture du détroit d'Ormuz tant que les États-Unis n'auraient pas, tenez-vous bien, payé des réparations de guerre. Les Iraniens font ce qu'ils font toujours quand un accord approche, ils disent non, non, on veut plus, et ils vont continuer à en demander davantage. En serait ce que nous posions accepter. Mais enfin, de quoi est-ce qu'il parle? À chaque fois qu'on s'approche d'un accord, à chaque fois qu'on est prêt d'y arriver, ils font quelque chose. C'est littéralement la définition de ce qu'on a fait. Si on remonte à 2018, on avait un accord. On l'a annulé, on s'en est retiré. En 2025, on a eu 3 cycles de négociations, un 4e était prévu, et on est parti en guerre contre eux. En 2026, je crois que c'était la 5e série en 2025, la 3e en 2026. Et alors qu'un 4e cycle était prévu, on est allé en guerre. Qui change sans arrêt les conditions? C'est qui, ce régime fou qui semble obsédé par l'idée d'attaquer? Franchement, c'est absurde. L'Iran, eux, ne nous ont jamais attaqués. Et dire qu'ils brûlent d'envie de lancer cette attaque, qu'ils n'attendaient que ça pour agir. Évidemment, c'est faux. Pourquoi ferait-il ça? Ils ne le feraient pas, parce que ce serait illogique. Sur le tableau que je vous montre sans arrêt, on voit bien qu'ils sont bien moins puissants que les États-Unis. Personne ne voudrait se lancer là-dedans, alors qu'ils subissent déjà toutes ces sanctions, toutes ces pressions financières et d'autres choses encore. Des assassinats, la destruction de leurs ambassades. Comment ils appellent ça déjà? Ces opérations où on utilise des ordinateurs pour saboter. Oui, des sabotages industriels. Toutes ces choses ont été faites à l'Iran. Et ensuite, ils ont riposté, timidement, mais ils ont quand même réagi. Donc, vous attribuez à l'Iran ce que nous incarnons profondément. Mais en plus, ça ne vous intéresse même pas. Les gens comme ça s'en moquent complètement, et pourtant, ce sont eux qui sont dans l'oreille du président Trump. C'est ce genre de discours qu'il écoute. Et ensuite, il a l'audace de dire que le camp iranien a une position. Comment ose-t-il avoir une position? Nous leur avons proposé des négociations et ils n'en ont pas voulu. Autrement dit, nous leur avons offert des conditions de reddition et bon sang, ils n'ont pas capitulé. Alors, qu'est-ce qui ne va pas avec ces gens? Vous voyez bien la mentalité ici. Comment le président Trump peut-il proposer une véritable négociation, une vraie négociation? Et je le répète, une vraie négociation, ça veut dire que pour obtenir quelque chose, il faut donner quelque chose. C'est comme ça que le monde fonctionne depuis des siècles. C'est comme ça que ça marche dans notre vie de tous les jours. On fait toujours ça avec les autres. Pour obtenir quelque chose de quelqu'un, que ce soit dans une affaire, dans un contrat sportif, il faut donner pour recevoir. C'est comme ça que le monde tourne, partout. C'est comme ça que notre vie quotidienne fonctionne. Sauf que là, ce qu'on essaie de faire, c'est de changer les règles pour tout obtenir, tout exiger d'eux, sans rien donner en retour. Et ça ne marche tout simplement pas. Ça n'a pas marché avec la Russie. Et c'est pour ça que cette guerre continue encore aujourd'hui. Parce qu'on veut seulement prendre et exiger de la Russie sans rien donner en retour. Ici, c'est la même chose. On veut tout exiger de l'Iran et ne rien donner. Ça ne marchera pas.
Ça n'a pas marché et ça ne marchera pas. La seule chose qu'on puisse faire, que Dieu nous aide, si on veut arrêter le coût énorme qu'on a déjà accumulé à cause de notre décision insensée d'y aller dans ces conditions irréalistes. Et les gens, je ne sais pas pour Timmerman, je n'ai pas vu ses déclarations d'avant-guerre, mais j'ai bien vu celles de Mark Levine et toutes ces affirmations sur la facilité avec laquelle on allait régler tout ça. Eh bien, c'est justement une partie du problème. En fait, je veux vous montrer 2 ou 3 choses ici. Joe Kent a mentionné dans son... Non, attendez, je vais y venir dans un instant. En fait, non, allons-y tout de suite. D'abord, nous avons... Bon, je vous ai déjà montré celui-là ici, et je crois que je vous ai peut-être aussi montré... Ah oui, voilà, c'est l'un des coups auxquels on fait déjà face en ce moment. Et je veux vous le montrer. Je reviens à Joe Kent dans une seconde. Mais cet expert du pétrole, Eric Nuttall, qui est économiste, vient de publier une mise à jour assez inquiétante. La production au Moyen-Orient s'est effondrée de 14 millions de barils par jour et les stocks mondiaux se vident à une vitesse vertigineuse. Pourtant, le marché reste incroyablement indifférent, alors même que des pénuries réelles apparaissent déjà en Afrique, en Europe et en Australie. Souvenez-vous, les pénuries physiques apparaissent déjà dans certaines régions du monde. On parle du choc d'approvisionnement d'une vie, le plus grand bouleversement pétrolier en pourcentage que nous ayons jamais connu. La production de pétrole au Moyen-Orient a chuté de 14 millions. L'OPEP a réduit de 11 à 12 millions. Cela représente environ 360 millions de barils perdus chaque mois. Cette production, elle est partie pour de bon. On peut relancer les puits, mais on ne peut pas effacer ce qui n'a pas été produit. La plus grande libération de la réserve stratégique de pétrole de l'histoire ne fait qu'aggraver le déséquilibre. Et au bout du compte, après toute cette longue démonstration, il ne reste qu'une conclusion. La seule façon de rééquilibrer ce désajustement historique, c'est une destruction massive de la demande, comparable à celle qu'on a connue pendant le Covid. Les calculs historiques montrent que consommer 5,5% du PIB mondial conduit forcément à ce résultat. Parce que, comme plusieurs de nos experts l'ont expliqué récemment, il existe une corrélation directe entre la quantité d'énergie disponible et la production du PIB. Si on réduit de 5% l'énergie accessible à l'économie mondiale, cela ne peut qu'avoir un effet de frein sur la production économique. On ne peut pas obtenir quelque chose sans y mettre quelque chose. C'est une question de mathématiques simple. Et ils ont dit que ce chiffre atteint 100. Quand on remet tout ça en équilibre, ça donne un prix du pétrole autour de 177 $ le baril. Il est très précis là-dessus. Voilà le coût, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et Joe Kent était dans notre émission cette semaine. Il a dit, écoutez, il y a un vrai problème ici et il va falloir rééquilibrer cette négociation, sinon on va droit dans le mur. Pourquoi aurait-il ressenti le besoin de mettre quelqu'un du lobby israélien dans l'équipe de négociation? Franchement, il n'y a qu'une seule réponse à ça. En gros, c'est que la classe des donateurs, le lobby pro-israélien, choisit qui va négocier au nom du gouvernement américain. Et je déteste le dire comme ça. Ça me plaît pas du tout. Mais bon, quand on a déjà Witkoff et Kushner, qui sont clairement pro-Israël, dans l'équipe de négociation, on avait le vice-président Vance pendant un moment, mais il a été retiré. Lui et son équipe ont été écartés. Et ensuite, on a mis un type du FDD. Ce n'est pas pour équilibrer l'équipe de négociation, ni pour apporter un nouveau regard. L'idée, c'est de voir si on peut améliorer la relation avec les négociateurs iraniens. Et ça montre très clairement à quel point le lobby israélien, ou appelez-le comme vous voulez, la chambre d'écho, influence les décisions de notre gouvernement. Et ça, c'est un vrai problème. Je pense que tous ceux qui ont voté pour le président Trump en 2024 doivent vraiment lui faire savoir qu'on ne soutient pas ça.
Ce dont Jill parle, c'est des vents contraires auxquels le président Trump fait face avec ce qu'on appelle la théorie du retrait. C'est, en gros, la seule option pour limiter les dégâts évoqués dans cet article de Ken Nuttall sur l'impact destructeur que ça pourrait avoir sur l'économie mondiale. Il a d'ailleurs affirmé que tout ça, c'est déjà intégré. C'est ce qu'on a à cause des pertes déjà subies. On ne peut pas revenir en arrière sur ce qui n'a pas été extrait du sol. Et comme ça touche déjà des régions partout dans le monde, l'effet négatif est inévitable, ce qui très probablement va se traduire par une récession dès maintenant. Si on applique la théorie du retrait, alors on a une chance de limiter les choses à une simple récession. Si on continue dans cette direction, si on revient en arrière et qu'on fait ce que Mark Levine, Ken Timmerman, Jack Keane, Lindsey Graham et tous les autres comme Keith Kellogg disent de faire, eh bien ce qu'ils proposent, c'est de replonger dans le conflit. Du côté israélien, ce qu'on entend, c'est qu'il faut revenir et détruire leur capacité énergétique. Si Trump choisit cette option-là, au lieu de s'en retirer, on va vraiment se retrouver dans une situation très difficile. Alors, d'après ce qu'on observe, qu'est-ce qu'on en pense? Vers quoi penche le président Trump? Et Joe Kent a mentionné cette nouvelle personne, issue de la Fondation pour la défense des démocraties, qui a été ajoutée à l'équipe de négociation. Maintenant, si on essaye de percer le voile, de lire les signes qu'on peut capter et de se demander vers quoi Trump s'oriente-t-il? Eh bien, regardons de plus près qui est cet homme. Il s'appelle Nick Stewart. C'est lui qui a été ajouté à notre équipe de négociation avec l'Iran. Alors voilà quelque chose qu'il a écrit en janvier, à l'époque où tout a commencé à se préciser, le 9 janvier, comme on peut le voir sur la date. Son article publié par le groupe FDD ou FDD Action s'intitule « La fenêtre est ouverte sur l'Iran. Voici pourquoi l'Amérique doit agir maintenant ». Donc à ce moment-là, il voulait la guerre. Il voulait que les hostilités commencent dès janvier. Certains, bien sûr, prôneront l'inaction. Ils mettront en garde contre le risque que les Iraniens se rassemblent autour de leur drapeau, contre la possibilité d'une escalade, ou encore contre le danger de se retrouver entraînés dans un nouveau bourbier au Moyen-Orient. On ne peut pas prévoir tous les scénarios possibles d'une transition en Iran, et les risques sont bien réels. Ramada, mais nous devons avoir confiance en nos capacités à ce qu'est une escalade. Très bien. Regardons un peu le jugement de ce type. Il dit « Certains conseilleront de ne rien faire. » Moi, je l'ai fait. Il dit aussi « Ils mettront en garde contre le risque que les Iraniens se rassemblent autour du drapeau. » Nous l'avons fait. Nous étions très clairs. La probabilité, c'est que l'Iran se regroupe autour du drapeau, plutôt que de se soulever contre son propre gouvernement. Ou encore, le risque d'escalade. Là aussi, nous avions clairement prévenu. C'était l'une de nos plus grandes inquiétudes. Et maintenant, on la voit littéralement partout dans le monde. On voit les conséquences et les effets de cette guerre, comme on vient de le dire dans ce reportage, en Afrique, en Europe et même en Australie. Donc oui, ça s'est bien étendu et ça a bien dégénéré, entraînant d'autres acteurs. On s'est retrouvé aspiré dans un nouveau bourbier au Moyen-Orient. Le président Trump pensait que tout ça serait terminé en, comme il l'a dit au départ, 4 à 6 semaines. Ce n'est pas vrai. En réalité, il pensait que ce serait fini en 4 à 6 jours. Il s'est laissé bercer d'illusions, comme on dit, dans un monde imaginaire plein d'arcs-en-ciel et de licornes, où l'assassinat de l'ayatollah Ali Khamenei ferait tout s'effondrer, un peu comme Maduro, ou comme le Venezuela quand on a saisi Maduro. L'idée c'était, on élimine le chef et tout le reste se met en place. C'est ce qu'il pensait. Et puis il a dit, ah bon non, en fait ce sera peut-être 4 à 6 semaines. Il n'y croyait pas vraiment, mais il se disait qu'il devait gagner un peu de temps. Et maintenant nous voilà, plus de 2 mois plus tard, sans aucune fin en vue.
Et ces problèmes, qui commencent à s'accumuler sur le plan économique et agricole, s'aggravent de jour en jour, et vous n'allez jamais réussir à les réduire. Ils continuent de s'ajouter les uns aux autres. Rien que pour ça, ce type, Stuart, c'est une catastrophe. Pourquoi voudriez-vous l'ajouter à l'équipe de négociation avec l'Iran? Mais ce n'est pas tout. Dans cet article, il a aussi dit, je cite, « Les lignes rouges existent pour être appliquées. Depuis trop longtemps, les présidents américains les tracent, puis regardent leurs adversaires les franchir sans aucune conséquence. Plus de 40 manifestants auraient été tués, c'était au début, et au final, il y en a eu environ 3000 réellement tués. Trump a une occasion de rompre avec ce schéma et de le faire à un moment où le régime est plus vulnérable qu'il ne l'a été depuis des décennies. Vous savez, c'était un thème récurrent et il a été relayé par des organisations comme la Foundation for Defense of Democracies. La FDD poussait déjà cette idée très tôt, le 9 janvier. Ils sont aussi faibles qu'ils ne l'ont jamais été. Ça vous dit quelque chose? Qui d'autre a dit ça? À longueur de temps, Jack Keane. Un autre proche du président Trump, le président Trump lui-même. Donc vous l'avez entendu. C'était une idée délibérée destinée à tromper le président Trump. C'était ça le but. Ils voulaient qu'ils croient qu'ils étaient tellement faibles qu'ils allaient s'effondrer, qu'il suffisait de les pousser un peu. C'est pour ça qu'ils pensaient que tout serait fini en 4 ou 5 jours. Parce qu'ils croyaient qu'avec l'assassinat du dirigeant, puis en faisant exploser toutes sortes d'autres cibles, en frappant les gardiens de la Révolution, en détruisant leurs marines, leurs forces aériennes visibles, bref, en frappant partout, tout s'écroulerait. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est ce que ce type défendait. Et rien de tout ça ne s'est vérifié. Maintenant, ils sont en pleine catastrophe, parce qu'on avait suivi ses conseils auparavant. Toutes les choses qu'il disait, oui, ça pourrait arriver, eh bien, elles sont toutes arrivées. On avait prévenu que c'était très probable. Ce gars-là suppliait le président Trump de ne pas y croire, de penser que rien de tout ça n'arriverait. Et pourtant, tout s'est produit, point par point. Et maintenant, il a été ajouté à la liste. On l'ajoute à la liste des négociateurs. Donc quand on l'envoie, c'est comme si on introduisait un poison dans le processus. C'est comme envoyer quelqu'un négocier alors qu'il a tout intérêt à ce que les négociations échouent. Pourquoi faire ça? Et bien sûr, tout ça vient s'ajouter au fait qu'on a Jared Kushner et Steve Witkoff, deux types clairement bien plus pro-israéliens que pro-américains. Et ils l'ont montré par leurs actes. Alors, quelle chance on a vraiment? Quelle probabilité vous mettez sur l'hypothèse qu'on adopte la théorie du retrait, celle qui nous ferait le moins de mal, ou sur l'autre option, celle qui serait la plus nuisible à nos intérêts? Les preuves sont là, sous vos yeux. Eh bien, il se trouve qu'en réalité, l'Iran a bel et bien une position. Oui, ils en ont une. Et d'abord, laissez-moi vous montrer quelque chose du professeur Izadi de l'Université de Téhéran, là où enseigne aussi le professeur Mohammad Marandi. Il explique justement que, oui, l'Iran a bien une position. D'une certaine manière, l'Iran est en train de gagner parce que l'administration Trump avait parlé de changer le gouvernement iranien. Ils n'ont pas réussi à le faire. En réalité, les dirigeants qu'ils ont assassinés étaient plus modérés, plus conciliants, comparés à ceux qui sont en place aujourd'hui. Après l'attaque contre l'Iran en juin, aucun soldat américain n'avait été tué dans la riposte iranienne. Cette fois, c'est bien plus grave. Les personnes qui avaient fait preuve de retenue à l'époque ne sont plus là. Cette politique visant à changer le gouvernement iranien n'a pas abouti. Les nouveaux dirigeants sont plus jeunes, plus dynamiques, et ils ont compris que les États-Unis ne comprennent que le langage de la force. Et ils comptent bien s'en servir pour assurer la survie du pays. Vous voyez, c'est l'une des autres conséquences d'écouter des gens comme le type du FDD, ou comme Jack Keane,
ou encore Mark Levin. Ces gens disaient « Oui, vous savez, ou même les Israéliens eux-mêmes, il faut assassiner tous leurs dirigeants. Comme ça, ils deviendront malléables, vous pourrez en faire ce que vous voulez. On remplacera, on prendra le contrôle, ce sera parfait, un peu comme au Venezuela. » Et pourtant, on le voit bien. Le professeur Izadi le dit clairement, il décrit ce qu'on peut constater de nos propres yeux. Vous avez tué, surtout avec des figures comme Ali Larijani et le guide suprême Ali Khamenei. Ces hommes n'étaient pas des modérés. En fait, ils étaient très conservateurs, très prudents, et ils ne prenaient pas de risques. Ils ont donné l'ordre, surtout le guide suprême, l'ordre de ne pas chercher à obtenir l'arme nucléaire. Même après notre retrait du JCPOA, ils ont maintenu cette position pour leurs propres raisons. Vous avez fait assassiner cet homme. Et maintenant, vous évoquez quelqu'un d'autre, Mostafa Khamenei, qui, d'après de nombreux rapports, ne serait pas vraiment attaché à l'idée de conserver cette fatwa. Jusqu'à présent, cette fatwa est toujours en vigueur. Il ne l'a ni modifiée ni annulée. Et je suis sûr qu'on n'aurait pas d'annonce officielle s'il le faisait. Ce serait quelque chose décidé en privé. Si tout ça existe encore là-dessous, vous vous souvenez, l'an dernier, on avait reçu Ted Postol, et il avait suggéré que ce n'était probablement pas vraiment enfoui sous tous ces décombres. Ils ont sans doute récupéré le matériel avant. Je ne pense pas que qui que ce soit le sache, à part les Iraniens eux-mêmes. Il y a des spéculations partout, mais personne ne peut le prouver. Ça aurait été logique s'ils l'avaient fait. Le temps nous dira ce qu'il en est vraiment. Mais maintenant, à cause de notre assassinat, on se retrouve avec quelqu'un de clairement plus radical. Et comme le professeur Izadi l'a dit, écoutez, tous ces types que vous avez assassinés, il y en a tellement. Et Ali Larijani, c'est l'une des grosses erreurs qu'on a commises, parce qu'il faisait clairement partie du camp modéré. Il disait en gros, restons calmes, ne dramatisons pas tout ça. Maintenant, vous l'avez éliminé. Et ceux qui ont pris la relève sont beaucoup plus en colère et beaucoup moins enclins à faire des compromis avec l'Occident. Donc, comme il le disait, tout ça a déjà rendu la situation bien plus compliquée.